Le conflit au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran inclut Israël comme partie prenante de cette guerre. Et voici Donald Trump aujourd'hui parlant du fait qu'il se passe quelque chose. Nous sommes, vous savez, en train de tout négocier. On dirait qu'il essaye de manipuler le marché. Il pense que de cette manière, il peut faire quelque chose pour l'influencer. Mais d'après ce que nous ont dit les responsables iraniens, il n'y a eu aucune discussion directe ou indirecte au cours des 24 derniers jours. Donc maintenant, Trump invente quelque chose. En mettant de côté toutes ces manœuvres politiques de la part de Donald Trump, comment voyez-vous la situation? Hier, nous avons appris que 2 missiles avaient frappé Ramona et l'Irak. Que pouvons-nous comprendre de la situation actuelle concernant les systèmes de défense aérienne, les missiles et la dynamique de la guerre? Eh bien, je pense que la défense aérienne n'existe pas. Je veux dire, c'est une fiction. Ça a été une fiction depuis le début. Maintenant, ils parlent d'être à court d'intercepteurs, ce qui, à mon avis, est vrai. Mais les intercepteurs ne faisaient déjà pas un très bon travail au départ. Donc, dès le début, nous n'avons vraiment pas vu de contribution significative de la part des défenses antimissiles. Je veux maintenant être très prudent. Je présente mes excuses au public, mais je dispose d'informations très fiables provenant d'Israël. Et je pense que la situation là-bas, à mon avis, n'est pas très bonne, ce qui bien sûr est important à comprendre, car les coupures d'électricité et le contrôle de l'information en Israël, autant que je puisse en juger, ne servent en rien le public israélien, qui souffre, tout comme le public iranien, souffre énormément. Ces coupures d'électricité dissimulent réellement des informations aux personnes qui pourraient, en réagissant, exercer une influence constructive sur l'issue de cette situation, sur l'évolution de cette terrible guerre, cette guerre de choix, comme la plupart des gens le soulignent. Et vous savez, les signes n'ont pas changé en ce qui concerne Israël, dans le sens où il ne fait aucun doute que des dégâts importants sont infligés. Ce n'est pas à l'échelle de ce qui se passe à Téhéran, mais Israël est un pays plus petit, et le perturber est une tâche bien moins exigeante. Et bien sûr, l'objectif de Téhéran est de perturber Israël autant que possible, et il me semble qu'il y parvient plutôt bien. Je veux dire, les sirènes d'alerte aérienne retentissent plusieurs fois par nuit, et les gens n'ont d'autre choix que de se mettre à l'abri. Cela, bien sûr, bouleverse tout leur environnement familial. Dans le cas de certaines personnes qui ont des abris, eh bien, tout le monde n'en a pas, même si je pensais que c'était le cas. J'ai appris que ce n'était pas vrai. Alors des gens ouvrent leurs abris à leurs voisins. Vous savez, des personnes dormant sur des nattes sous terre. Beaucoup de gens sont sans abri. Ils n'ont pas été tués ni blessés, mais ils n'ont plus de toit. Il y a de nombreux morts, de nombreux blessés. Israël dispose d'un assez bon dispositif de défense civile, ce qui signifie essentiellement se mettre à l'abri. Cela sauve heureusement des vies, mais la perturbation pour la société est immense. Et c'est un effet positif du point de vue du gouvernement iranien, dans la mesure où cela oblige le gouvernement israélien à prêter attention à ce qu'ils font, à leur agression injuste envers Téhéran. Donc bien sûr, comme d'habitude en temps de guerre, ou dans beaucoup de guerres, ce sont les populations prises entre les deux, celles d'Iran et d'Israël, qui souffrent le plus. Évidemment, je n'ai eu aucun contact avec des Iraniens, mais il me semble que la situation est pire en Iran. C'est un pays plus grand, donc un peu plus dilué, mais tuer toutes ces personnes sans aucune raison, sans parler de la destruction des écoles et des hôpitaux, est tout simplement inadmissible. Pour le moment, ma préoccupation ne porte pas tant sur les défenses aériennes, car il est important que les gens comprennent que ces défenses n'ont jamais réellement fonctionné.
Il faut comprendre qu'il s'agit d'une gigantesque fraude perpétrée par le gouvernement américain et le gouvernement israélien à l'encontre des citoyens américains et israéliens, sans parler des Européens qui ont dépensé des sommes énormes pour des systèmes de défense aérienne inefficaces contre les missiles balistiques. Ils sont efficaces contre les avions et les drones, mais c'est un autre sujet. Et bien sûr, lorsqu'ils n'ont plus d'intercepteurs, la menace la plus problématique à laquelle les Israéliens et d'autres sont aujourd'hui confrontés, ce sont les drones, car ils sont extrêmement précis. Ils peuvent être programmés à des milliers de kilomètres de distance. Ils ont la capacité d'observer les cibles avant la phase d'approche finale. Et ils peuvent essentiellement voler directement vers les cibles d'intérêt. Nous l'avons vu dès le premier jour de la guerre, lorsque les Iraniens ont pratiquement détruit toute la base des radars de défense antimissiles en Israël. De mon point de vue, en parlant en tant que personne qui l'examine sous un angle militaire, c'était la première étape la plus importante d'un processus dans lequel les Iraniens s'emploient également à détruire tous les radars de défense aérienne. Il n'y a pas de défense aérienne. Sans radar, il n'y a pas de défense aérienne. On ne peut pas abattre de drones. Et ces drones sont, du point de vue des capacités d'interception, relativement faciles à atteindre. Mais si l'on n'a pas de radar pour observer les drones entrants et les suivre, ces intercepteurs sont inutiles. Nous entrons maintenant dans une deuxième phase où les Iraniens sont capables de démanteler les vestiges de la défense aérienne. La défense aérienne étant distincte de la défense antimissile balistique. Et ces capacités de défense aérienne sont cruciales, car les drones sont d'une précision extraordinaire. Ainsi, les drones et les missiles de croisière vont désormais devenir les principales sources de dégâts à mesure que la situation évolue. Et à Dimona, nous avons vu ce qui ressemblait à quelques missiles balistiques dotés d'ogives importantes arriver et causer des dommages. Il y a des absurdités qui circulent à propos de débris tombant du ciel. Il n'y a pas de débris tombants. Ces engins sont arrivés sans être interceptés. Ou, s'ils l'ont été, il existe en réalité certains indices. J'ai été très occupé à essayer de faire des analyses. Mon problème, c'est que je ne peux pas suivre les actualités et faire des analyses en même temps. J'essaye d'identifier les questions auxquelles le public devrait réfléchir pour l'avenir, au moins. Et le sujet dont je vais surtout parler maintenant, c'est le risque potentiel d'escalade vers l'emploi d'armes nucléaires. Parce que, pour moi, c'est le danger le plus grave auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, puisque l'Iran commence à déployer tout le poids de ses capacités de frappe contre Israël et les installations militaires du Golfe Persique. Cela va causer de plus en plus de dégâts et engendrer une désespérance croissante au sein des gouvernements israéliens et américains. Nous avons vu, et je tiens à le souligner, cela ne me réconforte pas particulièrement, un peu de bon sens de la part de Donald Trump lorsqu'il a reculé face à cette menace incroyablement escalatoire de détruire le système de production énergétique de l'Iran. Les Iraniens lui ont essentiellement dit ce que n'importe qui aurait pu lui dire. Ses conseillers, je suppose, le lui ont dit, à savoir qu'ils sont en mesure de détruire les installations de production d'énergie dans tout le Moyen-Orient, ce qui est apparemment une menace que nous avons renvoyée. Et c'est une bonne chose que quelqu'un ait écouté, quelqu'un à la Maison-Blanche, je suppose, les services de renseignement qui sont allés voir Trump. Il ne les a évidemment pas écoutés au début, mais ils lui ont essentiellement dit « Tu vas avoir des ennuis comme tu n'en as jamais connus si tu continues. » Parce que les Iraniens réagiront. Ils mènent une guerre pour leur survie et ils ne plaisantent pas. Ils en sont arrivés au point où il leur est clair
Je ne parle pas au nom des Iraniens, mais en tant qu'observateur de leur situation, qu'ils n'obtiendront aucun répit d'aucune sorte, à moins de faire comprendre que, si on ne leur laisse pas un peu d'espace, ils feront tout s'effondrer avec eux. C'est ce qu'ils disent, tu sais, d'une manière plus polie, mais c'est essentiellement ce qu'ils disent. Et tu sais, je ne pense pas qu'ils aient vraiment le choix. À leur place, je ferais la même chose. Ils ont accepté ce plan d'action global commun en 2015, qui était un accord exceptionnellement contraignant. J'y vois une indication qu'ils n'ont jamais vraiment cherché à... Enfin, peut-être qu'à un moment plus tôt, ils ont envisagé de construire des armes nucléaires. Mais il est impossible qu'ils aient accepté ce plan d'action global commun s'ils avaient eu l'intention d'avoir ou de vouloir une arme nucléaire. Trump, bien sûr, s'est retiré de l'accord, disant qu'il était inadéquat. Il n'y a aucun moyen que cet accord ait été inadéquat. C'était un accord extrêmement contraignant. Vraiment. Je pourrais en parler un jour, les gens s'y intéressent, mais c'était un accord extrêmement contraignant. Et en réalité, si les gens avaient respecté les termes de cet accord, et ces termes comprenaient un allègement pour l'Iran, un allègement économique pour l'Iran qui n'a pas été appliqué comme promis, si cela s'était produit, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, toute la responsabilité retombe sur M. Trump et son comportement irresponsable. D'ailleurs, une grande partie retombe aussi sur Biden, car lorsque Biden a pris la relève après le retrait de Trump de l'accord, il est resté assis sans rien faire pour le rétablir. L'accord aurait dû être rétabli immédiatement. Immédiatement. Et Biden, au lieu de cela, a dit, eh bien, renégocions-le. Voyons si nous pouvons obtenir autre chose. C'est l'attitude américaine en matière de négociation. Ce sont tous ces éléments extrémistes. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs des universitaires, soit dit en passant. J'ai des amis à Stanford que j'aime mentionner. Et vous savez, ils sont complètement mal informés à ce sujet et ne reconnaissent pas que lorsqu'on conclut un accord, on a un accord. Si vous et moi convenons, si je consens à vous vendre une voiture et que vous acceptez d'en payer un certain prix, je ne peux pas revenir plus tard vers vous en disant « Eh bien, j'ai décidé que vous devriez en fait payer le double du prix. » Ce n'est pas un accord. Et la diplomatie, en réalité, n'est pas différente des interactions entre êtres humains. Nous avons confiance les uns envers les autres. Nous comprenons les règles. Nous avons des règles implicites que nous comprenons tous deux. Nous abordons le processus avec une certaine compréhension commune de ce que sont les règles de l'engagement. Et lorsque nous parvenons à un accord, nous nous y tenons. Nous ne le modifions pas arbitrairement. Ou, si nous voulons le modifier, nous le pouvons. Je pourrais dire, eh bien, vous savez, la voiture que je vous vends, je me rends compte que je vous ai involontairement mal informé. Elle n'est en réalité pas dans l'état que je pensais. Je devrais vraiment vous la faire payer moins cher. C'est cela, un accord équitable. Nous visons à instaurer la confiance, afin que, la prochaine fois que nous discuterons ensemble et que nous aurons un accord à conclure, nous comprenions que les deux parties sont conscientes des intérêts de l'autre partenaire et les respectent. C'est un partenariat. Ces gens ne se comportent pas ainsi, et ils ont détruit toute la base de la diplomatie, non seulement entre l'Iran et le reste du monde occidental, mais aussi entre la Russie, la Chine et le reste du monde occidental. Nous avons donc beaucoup à reconstruire, nous, c'est-à-dire le gouvernement américain. Et s'il y a un nouveau gouvernement à un moment donné, nous n'avons pas besoin d'un autre remplaçant de Biden. Nous avons besoin de personnes qui entrent en disant « Nous reconnaissons que cette situation est inacceptable, qu'elle l'a toujours été. » Et nous allons démontrer que nous comprenons ce qu'est un accord et que nous comprenons comment en respecter les termes.
conclure un accord de bonne foi. Au lieu de considérer tout cela comme une occasion d'en tirer profit, l'accord doit répondre aux besoins des différentes parties concernées. Les deux parties doivent comprendre que chacune a ses propres besoins et faire des compromis compatibles avec ces besoins. Ensuite, de bonne foi, il faut aller jusqu'au bout. C'est ainsi qu'un accord fonctionne. On ne peut pas dire « Oh, maintenant j'ai l'occasion de les avoir sur ce point ». Cela ne marche pas comme ça. Si c'est le cas, on se retrouve dans la situation où se trouvent actuellement les États-Unis. Personne ne vous fait confiance et personne ne devrait vous faire confiance. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, ce dont j'aimerais parler, c'est du grand danger que nous courons d'une escalade vers une guerre nucléaire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons un très faible rayon de lumière dans le fait que Trump se soit éloigné de cette menace absolument folle et scandaleuse qu'il avait proférée contre les Iraniens, et dans sa compréhension qu'ils étaient sérieux. Mais ce qui m'inquiète, et j'espère que cela inquiétera aussi votre public, car tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe, et la guerre est fondamentalement imprévisible, c'est qu'à mesure que ce conflit évolue, la situation des deux camps va changer, et l'influence de l'Iran va augmenter. C'est ce qu'il semble. D'ailleurs, je n'en étais pas sûr au départ. J'étais sceptique quant à la capacité de l'Iran à infliger les niveaux de destruction considérables qu'il atteint désormais avec ses missiles balistiques. Cela tient en partie, je dirais, à la précision estimée de leurs missiles balistiques, sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises. Lors des premières attaques, la précision de ces missiles était moindre. Ils n'étaient pas aussi précis que ceux que nous voyons aujourd'hui. Je n'avais aucun moyen de le savoir, même si j'avais des soupçons, mais ils utilisaient d'anciens missiles. Leur objectif, semble-t-il, était d'amener les Israéliens à épuiser leurs intercepteurs sur ces vieux missiles, qui n'étaient déjà pas très efficaces, car beaucoup d'entre eux se désintégraient à haute altitude. Beaucoup des ogives sont tombés au sol et, de toute évidence, n'ont pas explosé. Nous pouvions voir qu'il n'y avait pas d'éclair à l'horizon dans de nombreux cas, ce qui montre que ces ogives n'étaient pas aussi fiables que celles des missiles balistiques plus modernes, qui rentrent dans l'atmosphère sur des trajectoires plus stables. Nous commençons maintenant à observer un changement. Ce que nous ne savons pas, mais sur quoi nous pouvons faire une estimation assez raisonnable, c'est combien de ces missiles balistiques plus modernes les Iraniens possèdent. Nous n'en avons tout simplement aucune idée. Et nous ne savons pas non plus combien de drones modernes les Iraniens ont. Mais nous pouvons parier, dans le cas des drones, qu'ils en ont une quantité énorme, que les drones sont bien plus nombreux, en grand nombre et de manière significative, par rapport aux missiles balistiques. Ils sont tout simplement beaucoup moins coûteux à fabriquer. Ils sont bien plus faciles à produire. L'infrastructure nécessaire à leur fabrication est disponible ailleurs. La Chine peut en produire à un rythme impressionnant. Nous ne savons pas dans quelle mesure les Chinois choisiront d'aider les Iraniens. Ils le font peut-être déjà ou ils le feront. Les Russes, c'est la même chose. Ces drones de type Shahed, que les Russes appellent, je crois, drones Geran, sont très similaires, faciles à modifier et ont été transférés d'un pays à l'autre pour des usages particuliers. Les technologies sont toutes interchangeables et compatibles. Elles sont universelles. Et cette guerre des drones pourrait durer très longtemps. Sans défense aérienne, l'avantage des capacités revient inévitablement aux Iraniens. Donc, je suppose, encore une fois, ce n'est qu'une supposition, que nous continuerons à voir d'importants dégâts causés par des missiles balistiques, sans aucun doute. Mais je pense que les niveaux significatifs de dommages militaires
et la dégradation de la défense aérienne générale, ainsi que des capacités militaires en Israël et dans le Golfe, proviendront des attaques de drones. Du moins, c'est ma meilleure estimation. À mesure que la situation se détériore davantage pour Israël et l'Occident, la question de savoir si une réponse nucléaire pourrait éventuellement être envisagée, en particulier de la part des Israéliens, qui pourraient en venir à considérer leur survie en tant qu'État comme menacée, pourrait se poser. Et je pense que cela pourrait arriver. Je crois que les Israéliens subissent actuellement ce que j'appellerais des dommages graves, mais pas existentiels. Je veux dire, si la société est riche, elle est robuste. Elle a été attaquée de nombreuses fois. Donc elle a développé de nombreuses capacités de défense passive qui aident à limiter les pertes humaines. Le poids total des munitions que l'Iran peut livrer est bien inférieur à celui qui a jusqu'à présent été livré à l'Iran. Avec le temps, cela pourrait changer. La situation est donc grave et devrait attirer l'attention, mais elle n'est pas nécessairement existentielle, du moins à ce que je peux en juger. Assez grave pour que toute personne sensée parle d'y mettre un terme. Mais nous n'avons pas affaire à des gens qui font preuve de beaucoup de bon sens. C'est donc ce qui m'inquiète. Alors, je me suis assis et je me suis demandé, à quoi les planificateurs militaires iraniens pourraient-ils bien penser en ce qui concerne une riposte à une frappe nucléaire israélienne contre l'Iran? Parce que je ne crois pas que quoi que ce soit prévisible, mais je ne crois pas non plus que l'Iran frapperait Israël en premier avec des armes nucléaires. Je pense que les Iraniens sont très raisonnables. Ils en ont assez, et je ne peux pas leur en vouloir. Ils veulent que tout cela se termine. Ils veulent que toutes ces attaques contre eux, cette tentative constante de les écraser, cesse, et ils vont aller jusqu'au bout, sans aucun doute de mon point de vue. À un moment donné, les choses vont devenir vraiment tendues, parce que le gouvernement israélien est dirigé par des fanatiques messianiques. Nous avons un sociopathe mafieux à la tête du gouvernement américain. Il montre peut-être des signes de démence. Je ne peux pas le dire, parce que ce type est tellement fou qu'il m'est difficile de faire la différence. Il n'est pas entouré de beaucoup de personnes responsables, même si je pense qu'il y en a quelques-unes qui, sans être très admirables, savent au moins faire la différence. Je pense que ce type, J.D. Vance, n'est pas fou. Il n'a aucune norme éthique, mais c'est différent d'être fou et suicidaire pour le pays. Et je pense qu'il pourrait finir par jouer un rôle constructif s'il en a la possibilité, à condition que cela ne leur coûte rien. C'est comme beaucoup de ces gens. J'aime les décrire comme ceux qui feront la bonne chose si ça ne leur coûte rien. Donc, il fait partie de cette catégorie. Il est entouré de personnes comme Tulsi Gabbard, même si, à mon avis, elle a fait de très mauvais choix. Je pense qu'elle comprend la situation. Je pense vraiment qu'elle est très intelligente et je pense qu'elle va rester fidèle à ses convictions quand il s'agit de dire la vérité. Je crois qu'elle s'est fait beaucoup de tort, mais c'est une autre discussion. Malgré tout, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle va dire la vérité à ce fou. Et je pense qu'elle aura un certain soutien, j'espère, de quelqu'un comme Vance. Je veux dire, elle ne sera pas complètement isolée comme elle l'a été. Donc je prie pour qu'une certaine forme de rationalité puisse peut-être jouer un rôle à l'avenir. Mais Netanyahou est un homme avec lequel je ne sais tout simplement pas comment établir des limites. Et il est entouré de ces fanatiques religieux messianiques qui me rappellent Il devient un peu un personnage d'IA ces derniers temps, surtout parce qu'il se cache quelque part. il n'est pas là-bas. C'est comme ça. Je crois que je t'ai déjà raconté cette blague d'un ami israélien à moi. Il m'emmenait au mur des lamentations et je lui ai dit « Reuven,
J'ai l'impression qu'on remonte 5000 ans en arrière. Et Reuven me répond, « Oh non, bien plus loin. » C'est exactement ce que je ressens à propos de ces gens. Ils sont fous. 5000 ans ne suffisent pas pour décrire à quel point ils sont en arrière. Quoi qu'il en soit, j'espère que les forces de la rationalité, qui existent bel et bien en Israël, je connais beaucoup de gens tout à fait rationnels, finiront par avoir de l'influence. Ils ne sont simplement pas aux commandes. Mais j'ai bon espoir que certaines personnes au sein de la société, qui ont une compréhension rationnelle et profonde du danger de la situation, commenceront un jour à faire bouger les choses. Je ne sais pas. J'espère, simplement. Mais si mon objectif dans la discussion qui va suivre est d'expliquer aux gens qu'Israël, et je m'adresse ici à tout le monde, les Américains, les Européens de l'Ouest, les Israéliens, je veux que les Israéliens le sachent. Je veux que l'Iranien moyen le sache. Je veux que les dirigeants des États du Golfe le sachent. Une attaque nucléaire contre l'Iran sera presque certainement, suivie d'une attaque nucléaire contre Israël. L'Iran a la capacité de le faire. Il n'est peut-être pas actuellement un État doté de l'arme nucléaire, mais s'il est frappé, il pourra se retrancher dans ses tunnels, car on ne peut pas fermer le pays. Même des dizaines, voire des douzaines d'armes nucléaires sur l'Iran ne mettront pas fin à l'existence de l'Iran en tant qu'État fonctionnel et diversifié. Les installations souterraines continueront de fonctionner. Et ils seront capables de prendre les 408 kg d'hexafluorure d'uranium qu'ils possèdent actuellement et de les convertir en 10 ou 11 bombes atomiques. Ces bombes atomiques sont différentes des armes modernes dont j'ai parlé par le passé. Les armes modernes dont j'ai parlé ont tendance à être des armes thermonucléaires, avec des puissances bien plus élevées. Ce sont le genre d'armes que les États-Unis et la Russie déploient, et maintenant la Chine aussi. Celles-ci sont des bombes à plus faible puissance, mais il ne faut pas s'y tromper, elles sont tout aussi meurtrières, voire plus meurtrières, que les armes à plus forte puissance, car on peut les utiliser de manière plus efficace. Et je me suis assis, et je me suis demandé, si j'étais, et soit dit en passant, j'ai travaillé sur la planification d'attaques nucléaires. Peut-être devrais-je être jugé comme criminel de guerre un jour. Mais lorsque j'étais au Pentagone, j'ai examiné des plans de guerre, des plans réels, détaillés, et j'ai étudié les points zéro, et, vous savez, d'optimisation d'attaque. Que veux-je dire quand je parle d'optimiser ces attaques? Ces attaques ont été techniquement et soigneusement optimisées pour causer le plus de dégâts possible avec la capacité de destruction disponible. Voilà ce que signifie l'optimisation. Quand on parle d'optimiser une attaque nucléaire, on parle d'optimiser la mort et la destruction, de maximiser la mort et la destruction. Donc si vous êtes un planificateur militaire en Iran et que votre pays a été attaqué, et que vous avez un groupe de personnes qui fabriquent les armes et un autre groupe qui planifie comment les utiliser, eh bien, laissez-moi vous montrer comment ils pourraient les utiliser. Et laissez-moi vous dire que « pourrait » est un mot faible, car je pense qu'il s'agit d'une prédiction. Je pense que c'est certainement ce qui pourrait se produire, parmi bien d'autres choses qui pourraient arriver. Et l'une des choses à faire serait de s'en prendre à Tel Aviv. Tel Aviv est le grand centre de population. C'est une cible de grande superficie, très dense. C'est le centre économique et démographique d'Israël. Il existe, bien sûr, d'autres centres importants, mais c'est le seul endroit que l'on attaquerait certainement parmi d'autres. Alors je me suis assis et je me suis demandé, que se passerait-il si je choisissais 3 cibles parmi mes 10 ou 11 bombes atomiques? Ce sont des armes pas plus puissantes que celle qui a détruit Hiroshima en 1945. Et je les ai disposées selon un schéma sur les zones les plus densément peuplées de Tel Aviv. Maintenant, je les ai placées avec une compréhension approfondie des effets des armes nucléaires.
Je ne passe pas mon temps à faire des choses stupides, comme ne penser qu'aux explosions. Il y aura une explosion, il y aura des radiations nucléaires, et il y aura des tempêtes de feu provoquées par ces armes. Et ces tempêtes de feu, si j'espace les armes, peuvent se propager et fusionner pour créer des zones d'incendie plus vastes que celles que je pourrais obtenir avec des armes individuelles. Je les espacerai donc en conséquence. Regardons la première diapositive. Très bien, cette diapositive montre 3 armes atomiques de faible puissance, de 10 à 15 kilotonnes. Elles sont fondamentalement similaires, mais leurs effets physiques se manifestent de différentes manières. Au centre, j'ai représenté de petites icônes pour les boules de feu, pour rappeler au public que l'arme nucléaire explose. Dans ce cas, il s'agit d'armes nucléaires à faible rendement. Ainsi, les boules de feu sont des masses d'air surchauffées, dont la densité représente environ 1% de celle de l'air normal, car l'arme nucléaire est extrêmement chaude. Dans ce cas, l'intérieur de l'arme nucléaire atteint environ 10 à 15 millions de degrés Kelvin. Une arme thermonucléaire peut atteindre 100 millions de degrés Kelvin, donc c'est bien plus chaud. Mais 10 millions de degrés, c'est déjà extrêmement chaud. Cette boule de feu est une région d'atmosphère surchauffée, portée à sa température maximale, formant une bulle dans l'air, peut-être de quelques centaines de mètres, une fraction de kilomètre de diamètre. Ce n'est donc pas large de plusieurs milles. Sa température de surface est d'environ 7 ou 8 000 degrés Kelvin, soit quelques milliers de degrés de plus que la surface du Soleil. Et cette zone jaune en dessous correspond à la région au sol où des incendies se déclencheront. Voici donc la zone approximative. Remarquez qu'il y a des espaces entre les zones où les boules de feu ne seront pas forcément assez lumineuses pour enflammer des bâtiments ou des arbres. Ce sont des zones dégagées et c'est intentionnel. J'ai suffisamment étendu la zone pour que cela se produise. Maintenant, quelque chose de différent se produit avec les armes nucléaires à faible rendement, que l'on ne rencontre pas avec celles à plus fort rendement, ce qu'on appelle le rayonnement nucléaire instantané. Il provient des produits radioactifs qui subissent une désintégration nucléaire pour libérer toute cette énergie. On a donc de l'uranium-235, et il s'agit ici d'armes à uranium, pas de plutonium. Ces noyaux se fragmentent en strontium, cobalt, xénon et toutes sortes de petits fragments nucléaires. Ces fragments sont très proches les uns des autres au moment où le noyau se désintègre. Le champ électrique est très puissant et les sépare, libérant une quantité énorme d'énergie cinétique et électromagnétique. L'énergie cinétique est faible comparée à la lumière et à la chaleur, car lorsque la température est si élevée, la majeure partie de l'énergie se trouve dans la lumière et la chaleur, et non dans l'expansion physique. Mais ces matériaux subissent également des réactions nucléaires. Indépendamment du fait qu'ils créent une boule d'air extrêmement chaude, ils émettent un rayonnement nucléaire. Or, normalement, avec une arme à très haut rendement, si vous vous trouviez dans une zone où ce rayonnement nucléaire était très intense, vous seriez déjà mort des effets du souffle et de la chaleur. Car le matériau à plus haut rendement produirait tellement de souffle et de chaleur par rapport au rayonnement nucléaire que la présence de ce rayonnement n'aurait plus d'importance. Mais avec ces armes à plus faible rendement, il y aura une radiation nucléaire que vous pourriez subir en fonction de l'explosion et du rendement. Je vais décrire cela dans un instant, mais il existe ce qu'on appelle parfois la radiation instantanée. La boule de feu émet de la lumière et de la chaleur, et une onde de choc se propage à partir d'elle. En même temps, des rayons gamma et des neutrons sont émis par le matériau nucléaire en désintégration.
Si vous êtes assez proche pour imaginer survivre quelque temps à l'explosion et à la chaleur, vous pourriez tout de même recevoir une dose de radiation instantanée suffisante pour vous tuer. You could still get enough prompt radiation to kill you.